L'habitat, évidemment, toute commune veut se développer et quand on commence à dire mais il faut équilibrer, rééquilibrer des choses, ça peut faire grincer des dents parce que on a peur que le SCOT devienne un frein au développement. Non, le SCOT, il veut le développement du territoire, mais il veut aussi la cohérence de l'ensemble. Donc, si on regarde un peu ces graphes ici, c'est intéressant de comparer différentes périodes. On a en jaune, en orange, les années 90, en vert, les années 2000, et la dernière période où on a aujourd'hui des données complètement comparables, donc 2009-2014. Vous regardez d'abord les colonnes oranges. Vous voyez que si on prend une analyse par EPCI, des différences, si on fait une parenthèse sur le Grand Châtellerault qui a connu depuis longue date des dynamiques positives, mais moins importantes que les autres parties du territoire, des différences entre le Grand Poitiers, le Haut-Poitou et les Vallées du Rhin, relativement faibles, même le Grand Poitiers, avec donc périmètre Grand Poitiers 40. Quand on dit Grand Poitiers dans les analyses du SCOT, on est sur les périmètres actuels. Donc important. On voit ensuite, sur les années qui se sont suivies, sur le Grand Poitiers, une diminution, la dynamique globalement reste positive, mais elle s'affaiblit largement, tandis que dans les territoires plus périurbains, le Haut-Poitou, les Vallées du Rhin, on va dire, ça se développe très fortement, avec des pics qui peuvent varier selon les périodes. Globalement, sur le SCOT, sur la dernière période, on voit un fléchissement vers le bas de la dynamique qui est beaucoup lié aussi à la aux événements macroéconomiques. Mais ce fléchissement, on le sent sur les territoires pôles, donc Grand Poitiers et Grand Châtellerault. Donc des contrastes très forts. Si on prend la dernière période et si on regarde cette carte ici, vous voyez donc en jaune par commune la perte en nombre absolu d'habitants et en vert les communes qui ont gagné des habitants sur cette dernière période à nouveau 2009-2014. Ce qui est frappant, c'est que bien que la dynamique globalement elle est positive, on a abandonné les pôles, les centres-villes qui, et vous voyez l'envergure de ces ronds, l'importance de cette perte sur Châtellerault, sur Poitiers et un certain nombre de communes pôles et certains territoires, notamment les plus périphériques du territoire, notamment nord-est et le sud-ouest. Donc, des différences qui s'accroissent, on va dire, fortement. Nous, urbanistes, on appelle ça le phénomène de la périurbanisation. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? On sent qu'il y a une stabilisation, on pense qu'il y a une reprise. On en saurait plus dans quelques années quand on aurait vraiment des données comparables sur à nouveau 5-10 ans au moins. Et malheureusement, les statistiques, ça est toujours un peu derrière le temps pour bien consolider, harmoniser les données. Mais donc voilà, c'est vrai, on n'est plus dans les années de crise. Mais bon, jusqu'où cette reprise elle va aller, aujourd'hui, on ne sait pas très bien. On a travaillé avec l'INSEE pour avoir leur avis, leur vision sur la prospective à l'horizon de 15 ans. Il y a différents scénarios. Personne n'a une boule de cristal précise. Une hypothèse qui a été retenue pour l'élaboration du SCOT, c'est une croissance annuelle moyenne pour le territoire dans son ensemble, 0,6% en moyenne annuelle. Donc une croissance qui est un peu celle qu'on avait sur le territoire aussi dans le passé. Quand on regarde un peu plus précisément la population et l'évolution de la population en classe d'âge, vous avez ici des comparaisons 2006-2014. Et vous voyez, on a un phénomène de vieillissement, c'est un phénomène national. Mais quand vous regardez la part de personnes âgées ou la part de personnes jeunes sur le territoire, vous comparez avec le département, avec des départements voisins, vous êtes un territoire moins vieux, plus jeune que d'autres. Position carrefour, des universités, bien sûr, mais aussi donc la dynamique économique globalement qui se cristallise autour donc ces pôles et bien sûr autour aussi ce grand pôle Poitiers et Futuroscope avec l'ensemble des emplois qu'il peut offrir et ensuite donc l'attractivité résidentielle du territoire autour. Quand on regarde les ménages, dans le SCOT on s'intéresse à l'aménagement du territoire, donc au besoin de construire du logement.
Donc on a besoin de combien de logements on doit prévoir. Donc on regarde notamment l'évolution des ménages. On a des données en 99-2014, donc l'évolution sur une quinzaine d'années. Là encore, on voit l'augmentation des personnes habitant seules, l'augmentation des familles monoparentales, et la diminution proportionnelle des familles en format classique de parents avec des enfants. Nous, on appelle ça le desserrement. Les ménages se desserrent, on peut parler de décohabitation, etc. C'est aussi l'effet du vieillissement, bien sûr. Mais, simplement, on a besoin de plus de logements pour loger le même nombre de personnes. On peut appeler ça le point mort dans les documents d'urbanisme. Quand on regarde sur la période 2009-2014, combien on a fait de logements sur cette période-là, uniquement pour maintenir la population déjà là, pour loger le même nombre de personnes qu'on avait déjà en 2009, en 2014, on constate qu'en moyenne sur le territoire, un logement sur 4 a été construit pour faire face à ce phénomène des desserrement. Et quand on fait cette analyse-là par commune, selon les dynamiques des différentes communes, ça peut être de 10% à 90%. Des communes très périphériques, vieillissantes, pas beaucoup de nouveaux arrivés, des gens qui vieillissent, on fait du logement uniquement pour maintenir une population. Tandis que sur d'autres territoires, couronne proche, notamment de Poitiers, couronne proche plus ou moins, mais avec beaucoup d'arrivées de familles, aujourd'hui on a dépassé le phénomène de vieillissement, de diminution de la taille moyenne des ménages, on a inversé la courbe, et il y a des tailles moyennes de ménages qui commencent à nouveau à augmenter dans certains territoires. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de construire du logement pour maintenir la population. Tous les logements que vous faites, finalement, permettent d'accueillir de nouveau. Ça pose évidemment, une fois de plus, la question des équilibres sur le territoire. Alors, pour rester un peu sur ces questions de disparité territoriale, donc on le redit ici, les familles avec enfants, en moyenne, alors, les familles sont différentes, mais en moyenne, il y a une tendance quand même d'aller chercher les périphéries, pas trop éloignées des pôles, pour ne pas avoir des déplacements trop longs pour aller au travail, mais pour profiter d'un cadre de vie, d'un jardin, etc. Au détriment de la proximité des équipements les plus structurants. Certes, une boulangerie, une école primaire, vous allez les trouver presque dans toutes les communes, dans tous les bourgs. Mais quand vous allez avoir besoin d'équipements un peu plus importants, plus vous êtes loin des pôles, plus vous êtes dépendant de la voiture. Autre élément de disparité, c'est aussi la logement social. Il y a du logement social sur le territoire. Il est très très concentré sur les villes de Poitiers et de Châtellerault. Et donc très peu présent dans nos territoires. Il y a, selon les critères de l'INSEE, un tiers des communes, territoires, au nombre d'habitants, qui vivent en zone rurale. Ça veut dire ce que ça veut dire, zone rurale, c'est une définition statistique, mais ça veut bien dire qu'on est un peu loin des équipements structurants et des principaux, des grandes zones d'emploi. On va clore ce chapitre sur l'habitat avec l'habitat vacant, sujet que vous connaissez certainement. On a mis au hasard une image de rue avec des volets fermés. Tout l'enjeu de revitaliser des centres-bourgs, ce patrimoine bâti auquel on tient, mais qui est difficile à réhabiliter, ça coûte cher. Ça ne répond plus au mode de vie d'aujourd'hui, ça ne répond plus aux exigences de performance énergétique. En plus, il y a une départementale au pied avec des nuisances, alors comment faire investir lourdement pour en faire un logement social qu'on peut louer très peu cher, c'est pas intéressant. Donc toute la question, c'est aussi l'équilibre qu'on peut trouver. D'une part, il faut réinvestir globalement les centres-bourgs pour les rendre attractifs, gérer la circulation, revitaliser le commerce, les équipements, mais il faut aussi évidemment maîtriser la concurrence qui se fait sur, on va dire, le développement sur les terres agricoles. Le développement en lotissement sur des zones agricoles sera toujours plus facile que le renouvellement urbain. C'est comme ça. Si on veut agir, à un moment donné, il faut se mobiliser, il faut mobiliser des moyens et il faut se donner un certain nombre de règles communes. Et le SCOT, il est là aussi pour ça. Donc tout cela pour parler de l'habitat vacant, l'habitat indigne et l'habitat vacant. Et l'habitat indigne, une fois de plus, très concentré dans les villes-centres et sur les franges les plus éloignées du territoire. Alors, oui, il y en a encore une. Donc pour parler toujours de l'habitat et du logement, on a beaucoup loti depuis l'après-guerre, quand vous regardez les cartes d'étalement urbain. Depuis le Grenelle de l'environnement, c'est une notion qui a fait son entrée aujourd'hui dans tous les discours, l'écoquartier.
C'est quoi un écoquartier? C'est une manière de faire de l'habitat neuf, intéressant, attractif, qui répond aux attentes de qualité, mais aussi économiques bien sûr, environnementaux des habitants, des gens, mais aussi de l'intérêt collectif. On a observé sur les dernières années un phénomène intéressant, c'est l'inversion de la courbe d'une augmentation des parcelles en moyenne, la taille moyenne d'une parcelle pour une habitation, une maison individuelle, qui a beaucoup augmenté jusqu'à dans les années 90, début des années 2000, et aujourd'hui est en train de diminuer un peu. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la courbe est inversée. C'est intéressant, donc aujourd'hui la taille moyenne des parcelles, elle diminue. Donc on recherche de nouveaux modèles pour faire face à ce phénomène d'étalement urbain. Je close ce chapitre-là sur ces questions que je ne cesse pas de répéter. Si on fait des analyses, quasiment 500 hectares en moyenne annuelle sur la période 2005-2014 qui ont été artificialisés pour le développement de l'habitat et de l'économie. 4/5 pour l'habitat, 1/5 pour l'économie. Si on prend uniquement les emprises du bâti, 140 hectares en moyenne annuelle, et tout ça uniquement sur le sol du Poitou. Donc en résumé, rapidement, donc, un enjeu de préserver des équilibres entre les pôles urbains et les périphéries, entre les différents territoires, ceux qui sont sur l'axe nord-sud, ceux qui sont plus éloignés. L'habitat comme outil au service d'un développement global pour le territoire, et il faut renforcer l'habitat dans les pôles, les centres-villes, et notamment de Poitiers et Châtellerault. Et donc quand on dit renforcer l'habitat, c'est aussi évidemment la qualité, l'attractivité, on va dire, l'attractivité d'habiter ces territoires-là. L'attractivité, c'est plein de choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de la taille des parcelles. C'est vrai, trop souvent, on juge l'attractivité d'un terrain, d'un habitat sur la surface d'une parcelle. Je pense qu'il y a plein d'autres critères qui sont importants et qu'il faudrait valoriser. La mixité de l'offre sur tous les territoires. On a parlé des logements sociaux. C'est pas le seul élément, on a parlé des familles qui vont dans les périphéries, donc cette mixité, la possibilité d'avoir des parcours résidentiels complets sur les différentes parties du territoire et la réhabilitation du parc vacant.